part aujourd'hui pour les îles Kirkenas, en Tunisie. Imaginez l'aube, là-bas, sur la mer. Une lumière particulière. Oui, et les pêcheurs qui commencent leur journée. Il y a ce jeune homme, Salah, diplômé, mais il choisit de suivre les traces de son père, la pêche traditionnelle. C'est un choix fort aujourd'hui. Exactement. Alors on va explorer un peu cet héritage, ce savoir-faire autour de la pêche et surtout de la construction des bateaux. Ces fameux voiliers, la flouka arabe et le loutso. Oui, parce que ces bateaux, ce ne sont pas juste des outils, hein. C'est l'âme de l'île, d'une certaine manière. Une culture, une transmission. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Comment cet héritage, comment il résiste ou essaye de résister aux défis d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors commençons par la pêche elle-même. Cette technique, El Charfia, c'est assez incroyable, non? Ces sortes de barrages en palme. Oui, c'est fascinant. Des palissades de palmiers plantés dans les fonds marins peu profonds. Ça crée des parcours pour les poissons. Des labyrinthes, en fait. C'est ça, des labyrinthes qui mènent les poissons tout droit dans les nasses, qu'ils appellent les drains. C'est un savoir-faire parfaitement adapté à cet environnement côtier. Et le bateau, alors, il est choisi en fonction de ça? Absolument. La floukar arabe, elle est, disons, plus polyvalente, parfaite pour cette pêche fixe près des côtes. D'accord. Mais elle sert aussi pour le transport entre les îles ou même pour les fêtes, les mariages. Ah oui, et le loutso, alors? Le Lutso, lui, il est plus profilé, plus rapide. On le prend plus tôt pour aller plus au large, pour la pêche au filet. Donc le choix dépend vraiment de l'usage. J'imagine que les conseils d'un charpentier sont précieux. On mentionne un certain Zouer Delcheli. Essentiel, oui. C'est le charpentier qui va conseiller le pêcheur, adapter le bateau à ses besoins, aux conditions de navigation locales. C'est un dialogue constant. Et la construction elle-même, ça a l'air d'être tout un art, presque un rituel. Ça commence par le bois, j'imagine. Tout à fait. Et pas n'importe quel bois. C'est une connaissance très fine des ressources locales. Le palmier, l'olivier pour certaines petites pièces qui s'usent vite, Mhm. et puis l'eucalyptus ou le pin pour la structure principale. C'est une adaptation parfaite à ce que l'île offre. Et ça dure longtemps, une flouka. Ah oui, il y a cette phrase qui dit « Une flouka est faite pour durer toute une vie ». Ça montre bien de l'importance de la qualité de la construction. Et les étapes, comment ça se passe? C'est très méthodique. On pose d'abord la quille, l'épine dorsale, puis les membrures qui forment les côtes du bateau, ensuite la pressante, une sorte de ceinture qui renforce le haut de la coque, D'accord. et après on pose les planches de la coque, le bordage, qu'ils appellent chef ou sadafa. Chaque planche est ajustée, Avec précision, j'imagine. extrêmement. Il y a des techniques d'assemblage très spécifiques, comme le sarpe Jupiter, pour joindre les bois bout à bout de manière très solide. Et puis le calfatage. Le calfatage, c'est pour l'étanchéité. Exactement. Rendre la coque étanche avec du chanvre et du goudron. C'est un geste ancestral, crucial. Ce n'est pas juste technique, c'est la signature d'un maître. Et la touche finale, la peinture. Ce n'est pas juste pour faire joli ici. Non, pas seulement. Les couleurs ont un sens. Le rouge sous la ligne de flottaison, c'est classique. Mais au-dessus, les couleurs vives, jaune, blanc, bleu, vert, elles peuvent indiquer le port d'attache, le village. Ah, d'accord. Et puis on ajoute le nom du bateau, bien sûr. Souvent des symboles aussi, pour protéger. Un poisson, la main de Fatma, La Ramsa, oui. et même un petit bout de tissu du saint protecteur du village qu'on attache au mât. Ça ancre vraiment le bateau dans sa communauté. Et cette communauté, elle participe? À la mise à l'eau, par exemple, Ah oui, la mise à l'eau, c'est un grand moment. Une vraie fête collective. Il y a des chants, de la musique traditionnelle, on partage un repas. Le bateau, il est vraiment au cœur de la vie sociale. il fait partie de la famille presque. On pourrait dire ça, oui. Il est là pour les régates, pendant les fêtes. Il peut même transporter le trousseau de la mariée lors d'un mariage. C'est un symbole fort. C'est une belle image. Mais les sources qu'on a consultées montrent aussi un tableau plus sombre, malheureusement. Des menaces bien réelles. Oui, c'est le revers de la médaille. D'abord, il y a l'arrivée massive des bateaux à moteur, les bobours. Qui posent problème, hein. Bah oui, ils font du bruit, ils polluent, ils perturbent les zones de pêche calme nécessaires pour les techniques traditionnelles comme la charfia. Et il n'y a pas que ça. La pollution industrielle aussi, venue du continent. Exactement. Les rejets de l'usine de traitement de phosphate dans le golfe de Gabès, le phosphogypse, ça a des conséquences désastreuses sur l'écosystème marin. La posidonie qui disparaît, les poissons qui se raréfient, C'est terrible pour les pêcheurs. et comme si ça ne suffisait pas, il y a la pêche illégale. Le chalutage intensif, souvent par de gros bateaux qui ne respectent aucune règle, qui raclent les fonds. Et qui ruinent les petits pêcheurs traditionnels. Voilà. Ils se retrouvent face à une concurrence déloyale et destructrice.
Et humainement, qu'est-ce que ça donne? On imagine la précarité. Oui, une précarité croissante. Et puis, une désaffection des jeunes, forcément. C'est ce qu'évoque cette scène à la gare maritime de Sidi Youssef. Les jeunes qui partent. Oui, ce contraste entre les touristes qui arrivent et les jeunes Carkéniens qui partent chercher du travail sur le continent, à Sfax ou ailleurs. Ça pose la question de la relève, pour des jeunes comme Salah dont on parlait au début. Son choix de rester est d'autant plus marquant. Tout à fait. Et cette désaffection, elle menace directement les savoir-faire. Les maîtres charpentiers comme ces Ben Amour ou Mohamed Ezzeddine qui sont cités, ils se font rares. Les fabricants de voiles aussi. On sent une ambiance un peu pesante dans ce café populaire décrit. Oui, une sorte de silence, d'attente, qui traduit bien ce malaise. L'inquiétude du père de Salah, elle est partagée par beaucoup, sur l'avenir de la pêche, de l'île, de leur mode de vie. Alors face à tout ça, comment préserver la mémoire, transmettre ce qui peut encore l'être? C'est crucial. Il y a bien sûr la transmission orale, de père en fils, de maître à apprenti, et puis le travail de documentation, comme celui de cet historien qu'on voit sur le port. Qui rappelle qu'il y avait d'autres bateaux avant, encore plus anciens. Mouna, Loud. Oui, pour montrer que c'est une longue histoire, une évolution. Et il y a aussi des initiatives plus personnelles, mais très fortes, comme celle d'Am Hassen. Ah oui, cet ancien marin qui fait des maquettes. Exactement. Des maquettes très précises des bateaux traditionnels. C'est une façon de sauvegarder les formes, les techniques, mais aussi de transformer cet objet utilitaire en œuvre d'art, en support de mémoire. C'est très beau. C'est une belle façon de résister. Et cette image finale, les enfants qui jouent sur la plage, Oui, qui joue à hisser une petite voile. est-ce que c'est un signe d'espoir ou juste l'innocence face à un héritage qui risque de disparaître? C'est toute l'ambiguïté. En résumé, ce qu'on voit, c'est la richesse incroyable de ce patrimoine maritime à Kerkena, incarné par la flouka, le lutso, mais aussi sa fragilité extrême. Fragilité face aux pressions économiques, écologiques. Et sociale, oui. C'est tout un équilibre qui est menacé. Les bateaux, les savoirs et la mer elle-même. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être. Comment une communauté comme celle de Kerkena peut-elle réussir à naviguer, à trouver sa route entre le besoin vital de préserver son âme, son identité, et les pressions d'un monde qui change si vite? Surtout quand l'océan qui les a toujours nourris devient lui-même une source d'inquiétude profonde. C'est un défi immense. Une question qui reste ouverte.